Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va revenir sur un dossier, c'est sur le dossier du service urologie du CHU de Belle-Pierre. On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir à Jocelyne. Et bonsoir à Antoine. Bonsoir, Jismi. Et je compléterai le nom pendant l'émission. Non, j'ai dit ça parce que je voulais que ça soit beaucoup plus amical, beaucoup plus léger. Alors, juste une question. Où en est... Alors, le tribunal administratif a rendu sa décision, a confirmé la décision du CHU de fermer le service urologie. Alors, c'est pas tout à fait ça. Et merci de nous accueillir. C'est toujours convivial et amical quand on vient ici à Télécréole. Le tribunal administratif, dans le cadre de la procédure qui avait été engagée, à savoir un référé, avait un certain nombre de conditions à respecter pour pouvoir se prononcer sur la décision de fermeture du service d'urologie. En fait, il y a donc un des médecins qui a engagé ce qu'on appelle un référé suspension pour demander dans l'urgence au tribunal administratif de suspendre la décision de fermeture. Et c'est vrai que ce recours est quand même encadré avec un certain nombre de conditions qui sont requises et le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence en l'occurrence, mais ce qui est aussi, je dirais, le plus important dans cette démarche, c'est l'intérêt à agir qu'a reconnu au juge non seulement aux usagers de ce service d'urologie, mais également aux représentants des usagers que je suis avec d'autres personnes. Il a reconnu cette qualité que nous avons à intervenir dans cette procédure dans laquelle nous n'étions pas partis finalement, mais où nous avons fait valoir un certain nombre d'arguments pour que le juge suspende la décision. Sauf que aujourd'hui, il a reconnu donc cette qualité à agir. Il nous a demandé par ailleurs, lorsque a eu lieu l'audience, de lui donner des éléments complémentaires sur les usagers et les conditions de leur prise en charge, la continuité de leur parcours de soins. C'est ce que nous avons fait pendant tout le week-end. Nous avons eu pas mal de contacts avec un certain nombre d'usagers et nous avons donné tous ces éléments lundi matin à 6h30 très exactement au juge pour qu'il puisse prendre sa décision dans la journée. Sauf que ces éléments, le juge ne les a pas pris en considération. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer la démarche auprès du Conseil d'État, puisque aujourd'hui donc le pourvoi en appel se fera devant le Conseil d'État, et que de toute façon sur ce dossier, il ne faut pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher, parce que aujourd'hui on est en train de faire considérer dans l'opinion publique que cette situation, elle est normale. C'est pas normal de fermer un service public de santé parce que des médecins ne s'entendent pas. Et si ils arrivent à faire passer ça aujourd'hui dans l'opinion publique, eh bien, demain, ça engendrera beaucoup de conséquences et c'est la raison pour laquelle, avec les époux Madène, avec les représentants des usagers, nous sommes entrés en résistance pour protéger le service public de santé, pour protéger le CHU. Alors, la question, par rapport à ce que dit Antoine, c'est quelque chose de particulier, c'est que on a fermé un service parce que à l'intérieur, il y a des médecins qui sont en conflit. Et on n'a pas posé la question à savoir que ce service public, financé par l'argent des personnes, des citoyens et l'argent de l'État, ne s'arrête seulement parce que deux ou trois individus ne s'entendent pas. Et c'est là, et c'est vrai ce que dit Antoine Fontaine, c'est que dans ce cas, sur quelle base doit aujourd'hui fonctionner le service public ? C'est-à-dire que demain, sur n'importe quelle raison, parce qu'à l'intérieur, des personnes ne s'entendent pas, c'est des règlements de compte, et c'est les citoyens qui en font les frais. Et je sais, madame, la question est là, c'est que comment la fermeture de ce service complique un peu plus la vie de votre famille ? Donc pour ma famille, pour mon mari, pour moi-même, puisque je suis également usager du service, c'est plus compliqué, d'autant plus qu'il a un suivi en pneumologie
Donc, son suivi en pneumologie, je pense que il restera au CHU Nord Réunion. Mais par contre, pour le suivi en urologie, oncologie, il va être obligé de passer certainement au CHU Sud, où il y a des urologues oncologues. Parce que le seul urologue oncologue du CHU Nord a été remercié. Alors que c'est une dame qui a vraiment beaucoup travaillé et qui est très sensible au bien-être de ses patients et qui les suit parfaitement. On n'a eu que des louanges concernant cette dame. Et d'ailleurs, je voudrais dire également que le tribunal n'a rien à reprocher à travers donc le mémoire fourni par l'avocate du CHU Nord et par le mémoire fourni par la ARS. Ils ont rien à reprocher professionnellement sur Madame Mazzola, qui est l'urologue oncologue principal qui a été rejeté par l'hôpital. Alors, donc, nous, on aura une partie de suivi à Saint-Denis et une autre partie dans le sud. Mais il faut qu'on s'attache maintenant à trouver un urologue oncologue dans le sud. Parce qu'il n'est pas question de se faire suivre, encore une fois, au CHU Nord pour la partie urologie, et ensuite d'être obligé d'aller à la clinique de Sainte-Clotilde pour être vu par l'oncologue qui va lui délivrer l'ordonnance dont il a besoin pour sa chimiothérapie. Parce que d'un côté, au CHU Nord, il n'aura peut-être pendant un certain temps pas de dépassement d'honoraires, mais à la clinique de Sainte-Clotilde, il aura les dépassements d'honoraires. Donc, il n'en est pas question. Et ensuite, son dossier médical qui se trouve au CHU Nord, comment l'urologue va le transférer pour l'oncologue de la clinique privée? Alors, donc, c'est pour cela que le mieux, c'est d'aller dans le sud. Parce que l'hôpital du Nord et celui du Sud sont connectés. Alors, c'est pour cela que nous allons rester en pneumo à Saint-Denis et en urologie-oncologie au CHU Sud. Voilà. Bien sûr que c'est plus compliqué. Mais maintenant, on fera intervenir, on demandera un transport. Parce que moi, mon mari ne pourra pas conduire aussi loin pour l'aller et le retour. Parce que la plupart du temps, donc c'est moi qui l'emmène et je prends une demi-journée ou une journée de congé pour y aller. Maintenant, on prendra un transport et ils verront bien, ça va coûter davantage d'argent à la société. C'est ça le problème. Alors, toi, Fontaine, par rapport à ce que vient de dire Jocelyne Madeleine, c'est est-ce qu'il y a une volonté, j'allais dire, affichée de la part d'une partie du personnel médical de ce service urologie du CHU de Belle-Pierre à vouloir transférer ce service au privé? Est-ce que ça, on peut le dire ou on peut juste le supposer? Bah, écoutez, en tout cas, il y a des éléments qui sont troublants dans cette affaire. Parce que moi-même, je n'ai pas aucune difficulté à le dire. Quand je prends connaissance de ce dossier, c'est exactement le 25 mars de cette année. Et lorsque je lis les quelques éléments qu'on a bien voulu nous donner du rapport de l'IGAS, au départ, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine logique qui était acceptable. On va juste rappeler que la LIGAS, c'est donc l'inspection générale des affaires sociales. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, chez les policiers, on dit toujours, à l'époque, c'est le fameux bœuf carotte. Oui, oui, oui. Donc, c'est l'inspection, c'est le service qui contrôle la bonne gestion du service public. Qui est censé effectivement contrôler la bonne gestion du service public. Et donc, c'est vrai que Pourquoi qui est censé ? Je dis qui est censé parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ces corps de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, sont quand même aujourd'hui formés, je dirais, par une institution qu'on appelle l'ENA, et qui formate. Alors, l'ENA lui-même est remis en cause aujourd'hui par le président de la République. Qui formate ces corps de hauts fonctionnaires qui, bien souvent, dans une vision très libérale aujourd'hui, ont intégré
que le service public était quelque chose qui était voué à disparaître. Tout ça sous l'impulsion aussi de l'Union européenne, je dirais. Et donc, vous parliez tout à l'heure de savoir s'il y avait une démarche concertée. Eh bien, moi je le dis, bien sûr, qu'il y a une démarche concertée aujourd'hui pour transférer au privé le service public, et en plus un service public qui est quand même très particulier. C'est un service public qui est en connexion directe avec notre santé. Et donc il y a une volonté aujourd'hui de transférer cela vers le privé. La santé représente en termes de marché, puisque on parle comme ça aujourd'hui, la santé est devenue un marché. On le voit bien avec la pandémie, avec le coronavirus, combien les intérêts financiers en jeu sont considérable. Et donc, il y a une volonté, quand on regarde l'historique de cette situation, qui a démarré quand même en 2016. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait 6 ans qu'il y a aujourd'hui dans ce service une réalité qui est celle de ce conflit. Et pendant 6 ans, la direction générale du CHU et même l'ARS n'a rien fait pour que les choses s'améliorent, n'a rien fait pour que on trouve aujourd'hui un apaisement avec les urologues. Comment se fait-il que dans le cadre de la convention qui a été signée avec le groupe Clini Futur, ce groupe a réussi à recruter en l'espace de quelques semaines des urologues, et on nous explique, la direction du CHU et l'ARS, qu'il y a une pénurie d'urologues et que si on veut redémarrer l'activité, il faut fermer le service et mettre ces urologues-là, a priori, en disponibilité par rapport à leur statut. Donc, il y a une situation aujourd'hui qui n'est pas du tout cohérente. On est en train de nous raconter n'importe quoi et de prendre les Réunionnaises et les Réunionnais pour des imbéciles. Il est temps qu'ils se réveillent, parce que on est en train de détricoter un CHU pour lequel on s'est battu quand même. Des générations de personnes se sont battues pour avoir ce CHU, y compris un certain nombre d'élus qui se sont battus pour mettre en place ce CHU. Et aujourd'hui, on est en train de le vider complètement, ce CHU, de transférer les services qui sont rentables au privé, et sans qu'il y ait de réaction. Et c'est là où nous nous retrouvons avec Jocelyne Madène et les autres aussi, les usagers, les représentants des usagers. Nous ne pouvons pas laisser ainsi faire les choses, détricoter, tuer l'hôpital public. C'est un outil indispensable à La Réunion. On va prendre un exemple, et c'est peut-être pas le bon exemple que je vais prendre, mais La Poste, c'est quand même un exemple qui montre que lorsqu'on est passé du public au privé, ce n'est pas une réussite en la matière. Ce n'est pas une réussite, effectivement. On a bien vu que là, lorsqu'il y a eu les plis électoraux à distribuer, que les postiers se sont dit, ils sont très mal rémunérés dans le privé, et que eux, ils se mettaient en grève. Donc, ils ont été obligés d'intervenir auprès du service, de la Poste, qui est devenu maintenant privé. Ils ont été obligés d'intervenir pour faire en sorte que les postiers délivrent les plis électoraux dans les boîtes aux lettres de la population. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas une réussite. Avant, quand un courrier prenait 3 jours pour arriver à La Réunion, maintenant, il met plus d'une semaine, 15 jours. Pareil pour les colis. Donc, et c'est vraiment pas une réussite. Donc, c'est pour ça que je disais que, est-ce que la volonté de libéraliser le service public à tout va, on a vu lorsqu'il y a eu lorsqu'en 86, il y a des privatisations, on voit ce que ça donne, et on a l'impression qu'on continue sur les mêmes postures, et même je trouve qu'on ajoute des problèmes aux soucis qui sont déjà là. Bien sûr, on crée des problèmes supplémentaires. Surtout, je dirais que à un moment donné, quand on est un responsable politique, quand on occupe une fonction politique, je crois qu'il y a quelque chose que moi j'appelle l'esprit de responsabilité. Ces personnes ne sont pas parfaites, elles peuvent se tromper. Et là, en l'occurrence, sur la privatisation des services publics de manière générale, je dirais, on voit bien que dans le temps,
on nous a vendu la privatisation des services publics comme quelque chose qui allait améliorer le service rendu aux usagers. Et donc on voit bien dans tous ces services publics qui ont été détricotés depuis 20 à 30 ans, tout ça sous l'impulsion de la mise en place de l'Union européenne, eh bien c'est un échec. C'est un échec non seulement pour les personnes qui travaillaient dans ces services publics, mais c'est un échec aussi par rapport au service qui est rendu à l'usager, où on est uniquement sur des notions financières. Le service public français, je dirais que c'est un concept juridique extraordinaire. C'est de se dire qu'à un moment donné, on considère qu'il y a des activités, et bien que ces activités doivent être réalisées en dehors de toute question financière, parce que l'on considère que c'est le bien commun pour un territoire donné, pour une population donnée sur ces thématiques-là, et que tous ensemble, nous devrions protéger ce bien commun. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, la santé, c'est peut-être l'un des derniers biens communs qu'il reste, et on est en train de s'attaquer à ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire les outils qui permettent aux gens de se faire soigner, même tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui d'argent, dans un contexte quand même économique et social à La Réunion qui est une catastrophe, où il y a énormément de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien demain, ces gens-là, où ils iront se faire soigner? On les enverra en Evazane? Ils vont tous mourir dans l'avion, dans le transport depuis Paris. C'est la raison pour laquelle, il faut le rappeler, toutes ces générations se sont battues pour qu'il y ait à La Réunion ce CHU qui puisse être un outil d'excellence. Et ça aussi, il faudrait le rappeler à M. Calange et à Mme Ladoucette, leur dire qu'aujourd'hui, ce CHU doit être un outil d'excellence, et ce n'est pas en fermant les services qu'il deviendra l'outil d'excellence que nous attendons tous de ce CHU. Qu'est-ce que vous avez déjà donc prévu de faire, et au niveau juridique, au niveau de la Cour d'appel, qu'est-ce qu'il faudra faire en sorte pour que le dossier soit le plus en béton possible? Eh bien, écoutez, en tout cas, nous allons continuer à recueillir les témoignages, et je lance un appel encore sur votre antenne, le témoignage de tous ces usagers qui sont directement concernés aujourd'hui par cette fermeture. Nous allons continuer à récolter le maximum de témoignages, et nous allons engager d'autres procédures. Il faut bien se le dire, même si aujourd'hui on n'a pas entendu, le juge en tout cas n'a pas pris en considération les éléments qu'il nous avait demandé de lui fournir, eh bien nous irons jusqu'au bout. Nous allons développer tous les recours possible pour que aujourd'hui on fasse passer dans l'opinion publique que cette fermeture n'est pas acceptable. Ce n'est pas quelque chose de normal, et que nous devons tous nous mobiliser pour préserver ce CHU parce qu'il nous appartient. Est-ce que, je ne sais pas votre position, Jocelyne Madeleine, mais est-ce que les patients qui utilisent ce service ont envie de se mobiliser? Est-ce que entre vous, vous avez déjà discuté avec certains patients? Oui, écoutez, nous n'étions pas, mandatés par d'autres usagers. Nous avons agi tout seuls. Mon mari a voulu agir pour aider donc son médecin, pour lui apporter un soutien. Et il a interpellé l'hôpital qui n'a pas réagi, qui n'a pas répondu, qui n'a pas considéré son courrier comme étant une lettre de réclamation. Et là aussi, c'est l'erreur du directeur. Il aurait dû transmettre ce courrier à la commission des usagers pour qu'elle soit traitée selon la procédure qui est prévue par le Code de la santé publique. Il ne l'a pas fait. Alors là-dessus aussi, il y a manquement de sa part. Et ensuite, quand on a lancé la pétition, on a eu quand même plus de 2200 signataires. Sauf que sur le change.org, qui est le site sur lequel on a déposé la signature, il nous donne pas les adresses mail des personnes qui ont signé la pétition. Alors, ce qui fait que c'est pour cela qu'ils nous ont dit que la pétition était nulle et non advenue, parce qu'on n'avait pas les coordonnées postales ou les coordonnées mail des signataires. Bon, quoi qu'il en soit, Antoine, il a raison de dire qu'on interpelle les usagers. Et on leur dit, écoutez, on va leur transmettre un numéro de téléphone, il faut qu'ils nous appellent pour ensuite formaliser leur mécontentement. Parce que quoi qu'il en soit, le CHU a pris en compte la situation du malade d'urologie, mais du malade simple. Il n'a pas pris en compte la situation du malade en urologie qui a besoin d'un suivi
en oncologie ou d'un suivi particulier. Il n'a pas pris en compte. Mais ces malades qui ont des traitements plus lourds, qui ont besoin d'un accompagnement différent et qui ne vont pas retrouver ce dont ils ont besoin au CHU Nord, ben ceux-là peuvent nous appeler et on prendra leur témoignage. Et là, on va transmettre ensuite les attestations de ces personnes-là dans comment dire, la plainte au fond qui a été déposée. Il y a une plainte au fond qui a été déposée au tribunal administratif, qui n'est pas encore jugée. Alors, donc ensuite, pour l'appel également, au niveau du Conseil d'État, on va démontrer que l'hôpital n'a pas pris en compte toutes les situations des usagers du service urologie du CHU Nord. Ça va être ma dernière question. La prochaine action que vous allez mettre en place, ça sera ? Eh bien, écoutez, à ce stade, on me reproche d'être de parti pris en disant que j'en fais trop sur ce dossier. Eh bien, je le dis, oui, je suis de parti pris. Je suis du parti des usagers. Je suis représentant des usagers. Je suis le porte-voix des usagers et j'entends les défendre jusqu'au bout, le temps que ce mandat durera. Et les actions aujourd'hui que nous allons développer, puisque nous avons eu des contacts, et si vous le permettez, si je peux rappeler mon numéro de téléphone à l'antenne, le 06 92 51 49 84, nous allons continuer à recueillir ces témoignages pour les porter plus haut, puisque si nous ne sommes pas entendus aujourd'hui ici à La Réunion, eh bien nous allons les porter plus haut, ces droits. Nous sommes, la France se revendique comme étant le pays des droits de l'homme. On ne peut pas reconnaître des droits à des individus, et là, en l'occurrence, à ceux qui sont attachés à la qualité d'usagers du système de santé, et ne pas respecter ces droits. Eh bien, nous allons engager toutes les procédures juridiques qu'il faut pour que ces droits soient reconnus et respectés. Et même, nous n'excluons pas non plus des manifestations publiques, puisque les usagers nous ont demandé aussi d'organiser de telles manifestations. Nous sommes en train de nous organiser. Merci. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, oui, également, je pense qu'Antoine, là, il a oublié d'en parler, c'est-à-dire que nous allons aussi continuer à sensibiliser les élus, parce qu'on avait posé une question aux deux candidats pour les élections régionales. Nous avons eu la réponse des deux candidats des élections régionales du deuxième tour, et ils se sont engagés à être à nos côtés pour défendre le service urologie, pour tenter de le réouvrir. Parce que il faut dire aussi que les usagers, plusieurs élus sont intervenus et ont écrit au ministère de la Santé, qui jusqu'à maintenant est restée muette, silencieuse. Alors donc, il faudra certainement taper un plus grand coup de poing sur la table, essayer de trouver comment obliger Monsieur le ministre de la Santé à intervenir, et peut-être Monsieur le Président de la République également, parce que ce qui se passe n'est complètement pas normal. Alors, il faut réouvrir le service urologie parce que c'est un service vital pour tout le bassin ouest, nord et est, et pour toute la zone océan Indien. Merci Jocelyne Madène, merci également à Antoine Fontaine pour ces informations. Merci. On aura l'occasion de revenir avec ces deux personnes de toute façon sur l'évolution de ce dossier et on vous tiendra au courant pour voir un petit peu si ou non il y aura ou non de nouveau un service urologie au CHU de Belle-Pierre. Merci à vous. Merci à vous. Nous marquons une pause, on se retrouve juste après. Ce livre, aujourd'hui, Ismaël Aboudou, il représente quoi ? Qu'est-ce que vous avez mis comme message pour ceux qui vont le lire ? Ceci est un ouvrage sur mon parcours de danseur qui est né à l'île de la Réunion. L'histoire de ce bouquin débute dans les années 70, dans ce petit département dans l'océan Indien.
Et j'ai eu l'opportunité de devenir chorégraphe et aussi réussi à bâtir un centre culturel pluridisciplinaire qui existe depuis plus de 35 ans. Dans cet ouvrage, je retrace aussi mon parcours professionnel artistique afin de faire savoir à mes descendants et aussi les danseurs passionnés, tout le monde, le milieu d'où je viens. À savoir, c'est un milieu qui n'est pas du tout accessible à un jeune danseur noir qui arrive de l'île de la Réunion, pour pas dire de l'autre côté de l'Afrique. Et je voulais à travers ce bouquin aussi parler aussi de mon parcours. Et dans les années 90, j'ai commencé à rédiger, à prendre note de mes impressions, justement pour dire aux gens, je voulais aussi dans cet écrit vouloir répondre à plusieurs personnes qui me questionnaient et qui me questionnent toujours sur mon parcours atypique et mon environnement modeste. On va faire un petit portrait d'Ismaël Aboudou. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1961. Vous êtes né où? À Saint-Denis, l'île de la Réunion, rue des Limites. Quelles ont été vos études? Les études, je suis arrivé jusqu'à Master 1. Vous destinez à quel métier au moment des études? Au moment des études, mes parents voulaient que je devienne un électricien. Mais voilà, l'art m'a rattrapé. À quel moment la danse est rentrée dans votre vie? Quand j'avais 15 ans, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par quelle danse? À l'époque, disco, le funk, tout ce qui est danse, je dirais, populaire. À quel moment la danse est devenue une expression corporelle? Pour moi, au moment que j'ai compris que c'était quelque chose qui me rendait bien, et c'est là que j'ai compris que la danse est rentrée en moi et que j'ai pu voir à travers mon image même que j'étais à l'aise, j'étais libre dans mes expressions chorégraphiques, corporelles, et c'est là que j'ai compris que la danse était quelque chose de bénéfique pour moi et pour les autres personnes plus tard, vraiment bien plus tard. Avec nos racines africaines, nos racines asiatiques, la danse est une expression d'abord de notre vie, j'allais dire de nos souffrances aussi. Aujourd'hui, est-ce que, à travers le Maloya, parce que le Maloya est sans doute la danse qui l'exprime le mieux, comment la danse exprime, j'allais dire, l'identité rayonnaise? La danse, comme moi, comme j'arrête pas de le dire, c'est que quand on regarde le Maloya, vous parlez de Maloya, le Maloya, on sait d'où ça vient, et c'est pour cela l'expression pour moi, partir de la terre, pour ramener au grand public, au grand jour, je me suis enraciné de cette danse qui vient de la terre. Et donc, comme j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, la musique Maloya est en train de prendre. En général, quand ça marche toujours à pair. C'est que quand il y a la musique Maloya, il doit aussi la danse qui doit suivre. Je pense que la danse a une grande place à travers cette musique aujourd'hui. Il faut savoir aussi que quand je parle de valeurs traditionnelles, pour moi, le Maloya parle aussi de valeurs traditionnelles. Ça veut dire l'écoute des parents, l'écoute des enseignants, l'écoute de l'aîné. Et surtout, le valeur traditionnelle, c'est ça aussi qui rentre en jeu dans cette danse et dans cette musique qui demande justement à trouver un chemin pour qu'on puisse nous faire connaître dans l'international. C'est vrai que ça reste encore, pour moi, ça reste encore un petit peu très régional et national. Ça peut encore aller plus loin, mais il faut que la danse à côté prenne possession de cette musique Maloya. On parle de racines, on parle bien sûr des arbres, on parle également de ce qu'on peut voir, par exemple, comme danse au Sénégal, qui ressemble un petit peu au Maloya, les racines africaines. C'est ça qui manque aujourd'hui à La Réunion pour construire une vraie identité. C'est que, de par le fait que le peuplement est lié à un certain nombre d'apports à La Réunion, que ce soit de la Chine, de l'Asie, de l'Inde, que ce soit d'Afrique, c'est ça qui nous manque, c'est d'avoir des racines plus solides, des racines plus communes aussi. Bien sûr, comme vous parlez de l'Afrique, par exemple, au Sénégal, il y a le sabar. En Guinée, vous avez la danse de Guinée. Et en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs danses. Quand vous regardez dans le Brésil, vous avez tout ce qui est le rythme Kodamblé, Orisha,
Il y a Maya, Yemeja, la danse de la mer, Shango, et puis quand on regarde aussi en Haïti, tout ça, c'est une danse qui arrive de leur culture. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre île de la Réunion, c'est vraiment de prendre quelque chose qu'on connaît déjà, c'est le Maloya, qu'on travaille davantage là-dessus pour ne pas perdre justement ses racines et son identité. À savoir aussi, il y a des apports aussi extérieurs qui viennent en jeu, parce que bon, c'est clair qu'on est dans un monde qui est ouvert, on est dans un monde international, il faut prendre aussi les apports de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne veut pas justement lisser notre expression à travers des danses qui viennent d'ailleurs, que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, moi, j'estime encore une fois, quand on regarde la danse noire, que ce soit la danse jazz, la danse les claquettes, le charleston, le blues, tout ça sont des danses qui nous font rappeler le Maloya. Donc on a quelque chose de très très fort ici. Il faut juste utiliser aujourd'hui mon expression, c'est l'expression de la danse de la terre, la danse qui arrive de l'esclavage, de la colonisation, de la départementalisation. Tout ça, pour moi, ça me parle, la danse noire. Donc aujourd'hui, j'exerce mon expression, c'est le jazz, les claquettes, le charleston, tout ce qui a un rapport avec notre racine. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et moi, je suis un fervent défenseur de la culture noire à travers le Maloya. Et je veux que quelque part, on arrive à comprendre ça. Si on n'a pas notre sol, comme on dit, notre âme, notre racine, on n'utilise pas notre ancrage, on va être perdu parmi les autres nations. Et c'est la question qui va sans doute faire un petit peu la transition. Connaître la danse venue des pays d'Afrique, c'est aussi un petit peu se révéler à son identité réunionnaise. Of course, bien sûr que comme je parle très souvent, c'est que la Réunion, on est vraiment vers le bas, on est vers l'Afrique. Je pense qu'il y a quelque chose de quelque chose de fort, parce qu'on a ces racines africaines sous nos pieds. On a aussi ces racines indiennes, chinoises, Europe, tout ça. Donc il faut quelque part l'utiliser. Mais voilà, pour répondre à votre question, et c'est évident qu'on doit nous accaparer de notre identité à travers cette danse, pour la danse Maloya, la musique Maloya, pensée Maloya. Et c'est ça qui fera qu'on grandira. Aujourd'hui, le Maloya est rentré dans l'UNESCO. Mais vous voyez que c'est que la musique, en général, ça suit aussi avec la danse, comme toute la musique jazz de Parker ou de Louis Armstrong ou de Miles Davis, c'est toujours accompagné d'une danse qui s'appelle la danse jazz. Quand on regardait la musique tendance européenne, ils sont accompagnés de la danse contemporaine. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi notre musique ne peut pas se marier avec la danse Maloya. À travers cette danse Maloya, c'est que c'est une danse qui peut émerger et qui peut sortir des mouvements, inédits, innovants. Ce livre retrace un petit peu tout ce que vous venez de dire. Ce livre, justement, retrace tout ce que je veux dire, c'est que retrace ma vie, mon parcours de danseur, retrace aussi mon parcours artistique, retrace aussi toutes mes déboires, se battre contre les obstacles administratifs, les obstacles financiers, les obstacles ignorants des gens qui prennent encore des propos racistes, se battre aussi contre tout la négligence, les mauvaises habitudes, se battre aussi contre la peur, l'angoisse. Ce livre parle de ça. Mon traversée depuis 1970, voilà, cette histoire démarre, comme je vous ai dit au départ, dans les années 70 jusqu'à dans les années 90, pour expliquer ce parcours qui n'était pas quelque chose de simple. Ce n'est pas une conte de fées, c'est une réalité. Et dans ce livre, vous allez retrouver tout ce moment passé à l'étranger, voilà, des heures de travail, comme dit l'autre, le génie, il a 10% pour lui et 90% sur le travail. Repeat, répéter. C'est ça qu'on fait dans la danse, et c'est ça aussi qui forge aussi un homme à travers cette expression danser.